en aurait pu avoir un tapis charnu. Quand les gens pensent à I Love Lucy, une image domine toutes les autres. Lucille Ball, les yeux vitreux et la langue nouée, débitant avec difficulté son texte pour une bouteille de Vitamea, c'est le moment qui a fait d'elle la reine de la comédie télévisée, rejouée pendant des décennies et gravée à jamais dans la culture pop. Mais ce que la plupart des téléspectateurs ignoraient, c'est que Lucy elle-même a hésité avant de se lancer dans cette sanction. Elle craignait que cela ne la fasse paraître stupide, voire imprudente. À une époque où les stars féminines étaient censées rester glamour et posées à tout moment, les sponsors étaient nerveux. Le scénario repoussait les limites et les risques étaient réels. Alors, pourquoi a-t-elle dit oui ? Qu'est-ce qui a convaincu Lucille Ball de risquer sa réputation sur l'une des publicités les plus maladroites jamais filmées ? Au printemps 1952, la télévision était encore un jeune média plus expérimental qu'établi. Les familles se réunissaient dans leur salon autour d'écrans en noir et blanc, souvent pas plus grands qu'une valise, pour regarder des programmes qui définissaient les règles au fur et à mesure. Parmi ceux-ci, une émission avait déjà commencé à réécrire les règles du jeu. I Love Lucy, produite avec un public en direct en studio, filmée avec plusieurs caméras et mettant en vedette un couple marié qui était tout aussi fascinant hors écran que devant. La série était un phénomène. Chaque lundi soir, Lucille Ball et Daisy Arnaz attiraient des millions de téléspectateurs, faisant du couple des noms connus et des pionniers d'un nouveau genre de comédie. Le 28 mars de cette année-là, l'équipe et les acteurs et les acteurs se sont préparés à enregistrer ce qui allait devenir l'un des épisodes les plus commentés de la série. Lucy fait une publicité télévisée. L'intrigue était d'une simplicité trompeuse. Lucy Ricardo, toujours désireuse de percer dans le monde du spectacle, décroche un rôle pour vanter les mérites d'un tonique pour la santé appelé Vitamea Tamin. Au début, elle récite le script avec la sincérité exercée de toute femme au foyer modèle. Mais il y a un piège dans le texte. Le tonique est censé être chargé de vitamines, de viande, de légumes et de minéraux. Pourtant, il contient également un taux d'alcool élevé de 23%. Chaque cuillère que Lucy goûte pour démontrer sa délicieuse saveur la rapproche de l'effondrement comique. Pour l'époque, c'était audacieux. L'alcool n'était généralement pas utilisé pour faire rire à la télévision grand public, surtout lorsque le personnage central était une femme. Les sponsors télévisés avaient une influence énorme sur les décisions de programmation et la dernière chose que quiconque voulait était de se les aliéner. Le mauvais type de gag pouvait mettre en danger les relations publicitaires et ternir l'image soigneusement gérée de sa star. Même avec ces risques, les auteurs savaient que le concept avait le potentiel d'être inoubliable. Ce que le public ne pouvait pas voir ce soir-là, c'était la tension qui régnait en coulisses. La scène ferait-elle apparaître Lucy moins comme la vedette raffinée que les téléspectateurs adoraient, et plus comme un clown burlesque qui avait perdu le contrôle ? Un seul rire mal jugé pourrait-il anéantir la réputation qu'elle avait mis des années à bâtir ? Ce n'étaient pas des préoccupations abstraites, c'étaient les questions que Lucille Ball elle-même a pesées alors qu'elle se préparait à tenter sa chance devant les caméras. Mais malgré tous les risques, il y avait quelque chose dans cette configuration, une tempête parfaite de caractère, de timing et d'audace qui promettait de la magie. La scène était prête, les caméras tournaient et Lucy se tenait au bord d'un pari qui pouvait faire ou défaire sa carrière. Au printemps 1952, la télévision était encore un jeune média plus expérimental qu'établi. Les familles se réunissaient dans leur salon autour d'écrans en noir et blanc, souvent pas plus grands qu'une valise, pour regarder des programmes qui définissaient les règles au fur et à mesure. Parmi ceux-ci, une émission avait déjà commencé à réécrire les règles du jeu, I Love Lucy, produite avec un public en direct en studio, filmée avec plusieurs caméras et mettant en vedette un couple marié qui était tout aussi fascinant hors écran que devant. La série était un phénomène. Chaque lundi soir, Lucille Ball et Daisy Arnaz attiraient des millions de téléspectateurs, faisant du couple des noms connus et des pionniers d'un nouveau genre de comédie. Le 28 mars de cette année-là, l'équipe et les acteurs se sont préparés à enregistrer ce qui allait devenir l'un des épisodes les plus commentés de la série. Lucy fait une publicité télévisée.
L'intrigue était d'une simplicité trompeuse. Lucy Ricardo, toujours désireuse de percer dans le monde du spectacle, décroche un rôle pour vanter les mérites d'un tonique pour la santé appelé Vitaméatamine. Au début, elle récite le script avec la sincérité exercée de toute femme au foyer modèle. Mais il y a un piège dans le texte. Le tonique est censé être chargé de vitamines, de viande, de légumes et de minéraux. Pourtant, il contient également un taux d'alcool élevé de 23%. Chaque cuillère que Lucy goûte pour démontrer sa délicieuse saveur la rapproche de l'effondrement comique. Pour l'époque, c'était audacieux. L'alcool n'était généralement pas utilisé pour faire rire à la télévision grand public, surtout lorsque le personnage central était une femme. Les sponsors télévisés avaient une influence énorme sur les décisions de programmation et la dernière chose que quiconque voulait était de se les aliéner. Le mauvais type de gag pouvait mettre en danger les relations publicitaires et ternir l'image soigneusement gérée de sa star. Même avec ces risques, les auteurs savaient que le concept avait le potentiel d'être inoubliable. Ce que le public ne pouvait pas voir ce soir-là, c'était la tension qui régnait en coulisses. La scène ferait-elle apparaître Lucy moins comme la vedette raffinée que les téléspectateurs adoraient, et plus comme un clown burlesque qui avait perdu le contrôle? Un seul rire mal jugé pourrait-il anéantir la réputation qu'elle avait mis des années à bâtir? Ce n'étaient pas des préoccupations abstraites, c'étaient les questions que Lucille Ball elle-même a pesées alors qu'elle se préparait à tenter sa chance devant les caméras. Mais malgré tous les risques, il y avait quelque chose dans cette configuration, une tempête parfaite de caractère, de timing et d'audace qui promettait de la magie. La scène était prête, les caméras tournaient et Lucy se tenait au bord d'un pari qui pouvait faire ou défaire sa carrière. Si la scène de Vitaméa semblait spontanée, c'est uniquement parce que Lucille Ball et ses auteurs l'avaient conçue avec une précision chirurgicale. Rien dans la comédie de Lucy n'était jamais accidentel. Elle répétait sans cesse, maîtrisait chaque temps et traitait la comédie physique avec le même sérieux que la plupart des acteurs réservaient à Shakespeare. Pour elle, le rire n'était pas une question de chance, c'était un art. Le trio créatif derrière I Love Lucy, Jess Oppenheimer, Malin Pugh et Bob Carroll Jr., savait que Lucy s'épanouissait lorsqu'on lui donnait du matériel qui augmentait progressivement. Leur scénario n'était jamais basé sur des gags aléatoires, ils construisaient des cadres où Lucy pouvait commencer en ayant le contrôle total, puis le perdre petit à petit, laissant le public ressentir le déroulement en temps réel. Avec Vitaméatamine, ils ont écrit le texte comme un argumentaire de vente réelle, simple, répétitif et persuasif. Lucy l'a ensuite transformé en comédie en décidant exactement quand laisser sa langue fourcher, quand cligner des yeux trop lentement, quand oublier ses répliques et quand pousser sa cuillère vers le public comme pour offrir une dégustation. Oppenheimer a expliqué plus tard que Lucy prenait souvent un scénario simple et le réarrangeait, ajustant le rythme pour que chaque rire ait un impact maximal. Dans ce cas, elle savait que le danger était de surjouer l'intoxication. Si elle allait trop loin trop vite, le public perdrait toute sympathie. Si elle le sous-jouait, le gag ferait long feu. Le génie résidait dans le déclin progressif d'une porte-parole raffinée à une présentatrice légèrement confuse, puis à une personne dont les mots la trahissaient, et enfin à une hilarante brume de sincérité déplacée. Chaque étape semblait crédible parce que Lucy l'avait calibrée à la seconde près. Son expérience à la radio lui a donné un autre avantage. Dans My Favorite Husband, Lucy avait interprété des sketchs où un argumentaire de vente devenait incontrôlable. Elle comprenait la psychologie de la répétition. Comment le fait d'entendre la même ligne encore et encore, avec de minuscules surchangements à chaque fois, pouvait générer de plus grands rires. Au moment où elle était sur scène avec une bouteille à la main, Lucy ne faisait pas que jouer l'ivresse, elle orchestrait la réaction du public, transformant chaque faux pas en carburant pour le rire suivant. Le génie des auteurs était de lui avoir confié le véhicule parfait. Le génie de Lucy était de le diriger exactement là où il devait aller. Ensemble, ils ont transformé une idée risquée en l'un des moments de chaos les plus soigneusement orchestrés de la télévision. Mais ce n'était pas un truc tout nouveau. Lucy et son équipe empruntaient une formule qu'elle avait déjà testée et dont l'efficacité avait été prouvée.
La routine des vitamines peut sembler un saut audacieux, mais en réalité, elle a été construite sur des fondations auxquelles Lucille Ball faisait déjà confiance. Des années avant I Love Lucy, elle avait perfectionné son timing dans la comédie radiophonique. Dans son émission My Favorite Husband, écrite par la même équipe de Jess Oppenheimer, Mellyn Pugh et Bob Carroll Jr., Lucy se retrouvait souvent prise dans des argumentaires de vente ou des démonstrations ménagères qui dégénéraient en absurdité. L'idée d'une femme commençant de manière posée puis se désagrégeant lentement sous le poids de son propre enthousiasme était un schéma que le public aimait déjà. La radio avait donné à Lucy la chance d'expérimenter avec le rythme. Sans visuel, elle a appris à laisser sa voix trahir la confusion, à faire des pauses juste assez longues pour faire rire les auditeurs et à intensifier la répétition jusqu'à ce qu'elle devienne ridicule. Au moment où elle est montée sur la scène de I Love Lucy, elle comprenait déjà le pouvoir comique de voir la confiance se désintégrer. Le sketch de Vita Mea Tovegaman était simplement une version plus grande et plus audacieuse de quelque chose qu'elle savait pouvoir réussir. Il y avait aussi une touche de lignée de vaudeville qui traversait la scène. Pendant des décennies, les artistes se sont appuyés sur des numéros où un bonimenteur coincé perdait le contrôle de la démonstration du produit. Lucy, cependant, s'est approprié la tradition. Contrairement à de nombreux numéros de slapstick du passé, elle a gardé la comédie enracinée dans le personnage. Ce n'était pas un clown ivre sur scène, c'était Lucy Ricardo, ambitieuse, fascinée par les stars et désespérément dépassée, qui ne pouvait résister à l'envie de prouver qu'elle avait sa place à la télévision, même si le tonique la trahissait. Cette superposition était importante. Elle a donné au sketch non seulement des rires physiques, mais aussi une profondeur narrative. Le public riait de son débit hésitant, mais il reconnaissait également la soif infinie de Lucy Ricardo de faire partie du monde du spectacle. Son effondrement était à la fois comique et tragique, drôle et étrangement relatable. Les auteurs ont peut-être fourni le scénario, mais Lucy y a injecté cette dimension supplémentaire d'humanité. En réorganisant une formule qu'elle avait testée dans d'autres médias, elle a mis toutes les chances de son côté. Ce qui semblait risqué sur le papier était en fait le produit d'années de mise au point. Et une fois la structure sécurisée, l'équipe s'est concentrée sur les moindres détails pour s'assurer que l'illusion fonctionne parfaitement à la caméra. Si la routine de Vita Mea semble encore fraîche 70 ans plus tard, c'est parce que chaque détail a été conçu avec précision. La comédie de ce genre ne se limite pas à la performance, il s'agit de l'environnement qui la soutient. Pour Lucy, les outils qu'elle avait entre les mains et le timing de son débit étaient tout aussi importants que les lignes sur la page. La bouteille elle-même est devenue un personnage du sketch. Plutôt que de la remplir avec quoi que ce soit de dangereux, l'équipe a utilisé de la pectine de pomme, une substance sirupeuse qui avait l'air convaincante à la caméra, mais qui était suffisamment sûre pour que Lucy puisse l'avaler à plusieurs reprises. Son épaisseur donnait à ses cuillères de tonique un poids visuel, attrapant juste assez la lumière des studios pour faire croire au public qu'elle avalait quelque chose de puissant. La blague sur le tonique contenant 23% d'alcool n'a fait qu'accentuer la tension, laissant les téléspectateurs imaginer ce qui pourrait arriver à chaque gorgée supplémentaire. La répétition du script exigeait également une mise en scène soignée. Chaque fois que Lucy levait la cuillère, elle devait relever le défi de garder le mouvement frais. Elle penchait la tête différemment, écarquillait les yeux au mauvais moment ou forçait son sourire en un masque rigide, comme si elle essayait toujours de vendre le produit. Même la façon dont elle claquait ses lèvres était répétée pour se situer quelque part entre un soutien poli et un dégoût à peine dissimulé. Chaque geste ajoutait un autre temps au rythme, entraînant le public vers l'avant. Le timing avec un public en direct ajoutait une autre couche de difficulté. Contrairement au film, où le montage pouvait corriger le rythme, I Love Lucy comptait sur la capture du moment tel qu'il se produisait. Lucy devait sentir le rire du public en temps réel en ajustant ses pauses. Ainsi, la ligne suivante arrivait après que les rires avaient culminé, mais avant que la salle ne se taise. Cette connexion en direct faisait partie de la magie. Chaque trébuchement de sa langue, chaque syllabe indistincte semblait accidentelle, mais en réalité, elle écoutait la foule comme un musicien écoute un orchestre.
Les accessoires, le rythme et le sens inégalé du timing de Lucy ont convergé pour rendre la scène irrésistible. Ce qui aurait pu être un gag à une seule note s'est transformé en un lent crescendo, construisant rire sur rire jusqu'à devenir l'une des routines les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Mais même avec toutes les répétitions et les mesures de sécurité technique, une question restait en suspens. Pourquoi prendre le risque? Qu'est-ce qui a convaincu Lucille Ball de mettre sa réputation en jeu pour une scène qui aurait facilement pu se retourner contre elle? Malgré toutes les répétitions, tout l'art et toutes les mesures de sécurité, la vérité est que Lucille Ball aurait facilement pu refuser. Les stars du début des années 1950 avaient un contrôle énorme sur leur image et la plupart des actrices de sa génération auraient rechigné devant un scénario qui les faisait paraître négligées, maladroites ou ivres. L'instinct de conservation de Lucy était fort. Elle savait exactement à quel point les réputations pouvaient être fragiles à Hollywood. Alors pourquoi prendre le risque? La réponse réside dans la façon dont Lucille Ball pensait à la comédie elle-même. Elle ne la considérait pas comme un art mineur ou comme quelque chose dans lequel il fallait s'essayer tout en s'accrochant au glamour. Elle la considérait comme une discipline digne d'un sérieux absolu. Chaque lapsus, chaque sourire de travers, chaque chute au sol était une occasion de faire preuve de maîtrise. Pour Lucy, la routine de Vitamea n'était pas une humiliation, c'était une preuve, la preuve qu'elle pouvait contrôler le public si complètement qu'il la suivrait de son maintien raffiné à son effondrement délirant et l'adorerait toujours à la fin. Elle comprenait aussi quelque chose que peu d'artistes de son époque étaient assez prêts à admettre. Le glamour s'estompe, mais le rire perdure. Au début des années 50, Lucy avait déjà dépassé la quarantaine, un âge où Hollywood avait tendance à mettre les femmes de côté. Se réinventer en clown intrépide plutôt qu'en simple reine de beauté signifiait qu'elle pouvait prolonger sa carrière, voire dominer un média qui était encore à la recherche de ses stars. Dire oui à Vitamea Tvegman, c'était dire oui à la longévité. Il y avait aussi un autre facteur, sa confiance de fer dans la préparation. Lucy n'était pas du genre à improviser, elle s'entraînait jusqu'à ce que les erreurs deviennent impossibles. Elle répétait jusqu'à ce que la routine lui semble être une mémoire musculaire. Ce perfectionnisme lui donnait du courage. Elle pouvait prendre le risque sur scène parce qu'elle savait qu'elle avait déjà construit elle-même le filet de sécurité. Enfin, il y avait le calcul stratégique. Ball et Arnaz n'étaient pas que des acteurs. Ils étaient des producteurs qui pariaient leur avenir sur I Love Lucy. Ils devaient créer des moments si mémorables que les sponsors et les chaînes ne pouvaient-on pas les ignorer. Vitamea n'était pas seulement un gag, c'était un générateur de manchettes, une scène dont les gens parleraient à la machine à café le lendemain matin, assurant ainsi la survie de l'émission dans une industrie impitoyable. Donc, la raison pour laquelle Lucy a dit oui n'était pas l'imprudence. C'était le contraire. Elle a dit oui parce qu'elle a reconnu la puissance du moment, qu'elle a fait confiance à son art et qu'elle était prête à risquer son image en croyant qu'une grande comédie pouvait survivre à tout inconfort temporaire. Et lorsque les caméras ont tourné, ce pari a été plus fructueux que quiconque ne l'avait imaginé. Lorsque l'épisode a finalement été diffusé le 5 mai 1952, la réaction a été immédiate. Des millions de téléspectateurs ont éclaté de rire devant le lent dénouement de Lucy Ricardo et les critiques ont salué la performance comme un moment historique de la comédie télévisée. Du jour au lendemain, Lucille Ball n'était plus seulement une actrice de sitcom, elle a été saluée comme la première véritable reine du petit écran. Ce qui a le plus étonné les gens, c'est la facilité avec laquelle elle a réussi. En un peu moins de 30 minutes de télévision, Lucy avait convaincu le public qu'il regardait un personnage sombrer dans le chaos sans jamais perdre son charme. Le pari qui aurait pu la faire passer pour une idiote l'a plutôt rendue intrépide, loin de nuire à son image. Il l'a élargie. Elle n'était plus définie uniquement par sa beauté ou son glamour. Elle était désormais célébrée comme un génie comique, quelqu'un qui pouvait faire rire le pays tout en conservant sa dignité. La routine de Vitamea Tagamine est rapidement entrée dans le langage culturel courant. Elle a été rejouée dans des rediffusions pendant des décennies, étudiée dans des cours d'art dramatique et considérée comme la référence en matière de comédie télévisée. Plus tard, CBS a même colorisé l'épisode en noir et blanc pour le présenter aux nouvelles générations.
Des extraits ont refait surface dans des rétrospectives, des émissions spéciales d'anniversaire et des documentaires, renforçant à chaque fois sa place dans la mémoire américaine. La réaction au sein de l'industrie a été tout aussi révélatrice. Les hauts sponsors qui s'étaient inquiétés de la blague sur l'alcool ont finalement été ravis par les codes d'écoute et le buzz positif. Les scénaristes et les producteurs ont réalisé que la volonté de Lucy de s'investir pleinement dans la comédie physique leur donnait la permission de repousser davantage les limites. Sa performance a placé la barre haute pour ce que les stars de sitcom pouvaient tenter et survivre. Et pour Lucy, personnellement, les conséquences ont été libératrices. Elle avait testé les limites de la mesure dans laquelle elle pouvait modifier son image et avait constaté que le public l'aimait d'autant plus. En un seul épisode, elle a prouvé qu'elle n'était pas simplement une autre actrice surfant sur la vague de l'essor de la télévision. Elle en était le moteur. Pourtant, aussi aimé que soit devenu le sketch, il a fait plus que simplement générer des rires, il a cimenté une identité, celle que Lucy elle-même allait porter pour le reste de sa carrière. Au fil des ans, la routine de Vitamea est devenue plus qu'un simple favori des fans. Elle est devenue l'image unique qui définissait Lucille Ball dans la culture populaire. Quand les gens pensaient à I Love Lucy, ils n'imaginaient pas des robes boîte glamour ou des moments romantiques. Ils imaginaient Lucy à ce pupitre, les yeux vitreux, une cuillère à la main, luttant pour prononcer Vitamea comme si sa vie en dépendait. L'immortalité du sketch est inscrite dans l'histoire d'une manière que peu de numéros comiques parviennent à atteindre. Dans la ville natale de Lucy, Celeron, dans l'État de New York, une statue a été érigée pour honorer son héritage. La première version est devenue tristement célèbre pour sa ressemblance étrange ou son absence de ressemblance, lui valant le surnom de Scary Lucy, Lucy effrayante. Des années plus tard, elle a été remplacée par une nouvelle sculpture qui saisissait son sourire Vitameat Vegamine, gravant à jamais dans les mémoires que c'était l'image que les gens voulaient retenir. Ce n'était pas Lucy en tant que starlette, pas Lucy en tant que reine de beauté, mais Lucy en tant que clown intrépide qui a transformé la maladresse en art. Pour Ball, cette scène a représenté un tournant. En acceptant le risque, elle avait transformé la vulnérabilité en pouvoir. Elle a montré que la comédie pouvait être pointue, physique et dirigée par des femmes sans excuse. Elle a établi la norme non seulement pour les femmes dans la comédie, mais aussi pour tous ceux qui voulaient prouver que le rire pouvait être aussi emblématique que le drame. Et peut-être plus important encore, elle a donné une leçon sur le risque lui-même. Parfois, les moments qui semblent les plus dangereux, ceux qui semblent susceptibles de briser votre image, sont précisément ceux qui la redéfinissent. Lucy a fait confiance à cet instinct et ce faisant, elle s'est taillée une place dans l'histoire de la télévision que personne n'a égalée depuis. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette scène célèbre, rappelez-vous que c'était plus qu'un simple gag sur un tonic au goût amusant. C'était un pari calculé, un risque qui a défini sa carrière et un rappel que même les choix les plus maladroits peuvent être menés à une grandeur intemporelle. Si vous avez aimé découvrir la véritable histoire derrière la routine la plus légendaire de Lucille Ball, assurez-vous de vous abonner et de rester dans les parages. Nous avons de nombreuses autres histoires inédites de l'âge d'or d'Hollywood qui vous attendent et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.